23 coups de poignard. César gît sur le sol de la curie, assassiné en plein Sénat par une vingtaine de conjurés. Tous les autres sénateurs ont fui, de peur d'être soupçonnés de complicité. Chez les conspirateurs, c'est le flottement. Ils hésitent à se débarrasser de la dépouille dans le Tibre, puis abandonnent l'idée. Étonnamment, personne ne semble avoir prévu quoi faire une fois le dictateur éliminé. Marc-Antoine, loyal lieutenant de César et vétéran de toutes ses campagnes, saisit l'opportunité. À l'occasion des funérailles, lors d'un éloge funèbre émouvant, il parvient à galvaniser la foule. Les rues de Rome grondent bientôt de la colère de ses habitants, fous de rage et ivres de vengeance. Les assassins de César se voient contraints de fuir la ville. Marc-Antoine a désormais le champ libre et se pose habilement en successeur de César. Mais le dirigeant assassiné avait rédigé un testament. Dans ce document rigoureusement légal, il dit adopter son petit-neveu, Caius Octavius, et lui léguer sa fortune. Un jeune homme méconnu de 18 ans devient ainsi l'héritier du prestigieux nom de César. À Marc-Antoine, le prestige militaire et les faveurs du peuple. À Octave, le nom et la fortune de César. Sur le papier, tout du moins. Car le jeune Octave est, dans les faits, privé d'accès à son héritage par Marc-Antoine. Entre les deux successeurs, le conflit est inévitable. Pendant ce temps, les assassins de César en profitent pour lever une grande armée en Orient au nom de la République. Devant le danger, Octave et Marc-Antoine sont contraints d'enterrer leurs désaccords et scellent un pacte d'alliance. Rome retombe dans la guerre civile. Lors de la terrible bataille de Philippès, en 42 avant notre ère, Marc-Antoine fait la démonstration qu'il est bien le digne héritier de César en matière de tactique militaire. Une fois de plus, les républicains sont anéantis et les assassins de César contraints au suicide. 2 ans plus tard, à Rome, l'ovation commune de Marc-Antoine et d'Octave donne l'illusion d'une entente entre les deux hommes. Bien sûr, il n'en est rien. Un accord commun a donné l'Orient à Marc-Antoine, qui mène une vie royale aux côtés de la reine Cléopâtre. Octave, maître de l'Occident, met alors en place une véritable campagne de diffamation pour détruire l'image publique de son rival. Marc-Antoine aurait renié son épouse légitime au profit de la belle égyptienne. Ensorcelé, le général affaibli par les charmes d'Orient aurait abandonné Rome et se comporterait en monarque. Octave lit devant un Sénat horrifié le testament de Marc-Antoine dont il s'est emparé illégalement. L'Occident tout entier se range derrière lui. Mais prudent, il ne s'en prend pas ouvertement à l'ancien lieutenant de César. Il se pose en bouclier de Rome et déclare la guerre à la seule Cléopâtre. Les hostilités reprennent. 2 septembre 31 avant notre ère, Grèce occidentale, près de la ville d'Axium. Les 2 puissantes flottes s'affrontent dans un combat fratricide titanesque. Marc-Antoine et Cléopâtre font face au génie tactique d'Agrippa, le brillant général d'Octave. L'ultime grande bataille des guerres civiles. Au soir d'un affrontement indécis, la victoire finale semble échapper définitivement à Marc-Antoine, qui perd une grande part de sa flotte et de ses légions. 1 an plus tard, à Alexandrie, abandonné de tous, il ne lui reste plus que le suicide. La guerre est terminée. Octave a gagné. Il a ramené l'ordre et la paix civile dans la République, en proie aux troubles depuis 18 ans. Mais il sait qu'il peut encore tout perdre et finir comme son grand-oncle. Octave n'est pas César, prudent, il continue de porter sa cuirasse lors des séances du Sénat.
Il sait que les Romains sont farouchement opposés à l'idée même de monarchie, et qu'en même temps, ils accepteraient qu'un homme fort reprenne le contrôle de l'État et en finisse avec le chaos des guerres civiles. Intelligemment, il rend ses pouvoirs extraordinaires au Sénat lors d'un discours éloquent, preuve évidente de son respect total pour les institutions républicaines et de son amour pour la sacro-sainte libertas. Pari gagné. Le Sénat, voyant en lui l'homme providentiel, le nouveau Cincinnatus, le conjure de continuer à servir la République et lui offre un impérium de 10 ans. Les sénateurs lui décernent même le titre d'Auguste, celui dont la parole est sacrée. Et c'est bien plus qu'un simple nom. Octave incarne désormais l'auctoritas, l'autorité morale qui fait de lui un être supérieur. Il devient le gardien de l'impérium, le premier parmi les citoyens, le princeps. Sous les ovations, Imperator Caesar Divi Filius Augustus devient le maître incontesté de Rome, à la demande même du Sénat. Dans l'absolu, toutes les institutions sont conservées. Le peuple continue de voter, le Sénat de se rassembler, la République d'exister. Les anciennes magistratures sont soigneusement maintenues, elles sont simplement toutes sous l'autorité d'Auguste. Voilà comment, sans aucune proclamation officielle, s'est éteinte la République et est né l'Empire. Rome, 14e année de notre ère. Dans son palais, le vieil empereur de 75 ans vit ses dernières heures. Commencé dans la violence des guerres civiles, son long règne de 40 ans a assisté à l'explosion de l'art, des sciences et de l'architecture. La cité éternelle, capitale d'empire, a été en grande partie rebâtie et enrichie de nouveaux bâtiments prestigieux. Auguste a hérité d'une ville de briques, il l'a laissée de marbre. De nouvelles conquêtes ont repoussé les frontières de l'Empire. Ces légions, soumises à une discipline de fer et équipées du meilleur armement, ont connu de grandes victoires, mais aussi quelques défaites, comme celle de Teutobourg dans les lointaines et sombres forêts de Germanie. Auguste, après un début de règne marqué par la violence et la brutalité, s'est façonné une image d'empereur réfléchi, juste et équilibré. Sa devise, Festina lente, hâte-toi lentement, est révélatrice de son tempérament. Il a su s'entourer de personnes de valeur, comme le général Agrippa ou Mécène, devenu célèbre pour avoir consacré une grande partie de sa fortune à la promotion d'hommes de lettres. Malgré l'aversion profonde des Romains pour la monarchie, Auguste a même réussi à imposer progressivement l'idée d'un successeur. L'Empire semble dessiné pour vivre éternellement. Et de fait, son histoire ne fait que commencer. À son apogée, au IIe siècle, son territoire s'étendra sur 5 millions de kilomètres carrés, sur lesquels plus de 60 millions d'habitants vivront en paix sous la Pax Romana. 2 siècles plus tard, venant du nord de l'Europe, déferleront sur les frontières impériales des vagues de peuples barbares. Submergé par le nombre, rongé par la corruption, le déficit budgétaire et les conflits de succession, l'Empire vacillera. Mais ceci est une autre histoire.